Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à la Villa Savoia avec l'artiste illustratrice Capucine Minot. Alors merci beaucoup Capucine d'être là aujourd'hui avec moi dans ce très beau cadre pour partager un moment d'échange et de partage surtout. Alors à Toast, on a une petite tradition, on demande à chacun de nos invités de porter un toast à quelque chose de spécial, une occasion particulière, un achievement personnel. Donc j'aimerais savoir à quoi tu serais porter un toast aujourd'hui. Alors, bonjour Andrea, merci beaucoup de m'accueillir ici. Aujourd'hui, je crois que j'aimerais porter un toast à ce moment d'échange, vraiment avec toi. Je suis vraiment ravie de la perspective de cette discussion ensemble. Et cet échange, justement, il a lieu dans ce restaurant Villa Savoia, qui est vraiment un lieu qui m'est très cher ici, à Abidjan. Et je voudrais porter un toast justement à Abidjan, et particulièrement à la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui m'a accueilli il y a 8 ans, dans lequel j'ai passé vraiment de très très belles années, que malheureusement je vais bientôt quitter d'ici quelques jours, mais ce n'est qu'un au revoir, parce que je reviendrai, vraiment. J'ai trop aimé mes années ici. Et voilà, donc merci à la Côte d'Ivoire et merci à vous. Merci. Alors Capucine, tu es une artiste illustratrice qui vit à Abidjan depuis maintenant 8 ans. Depuis ton arrivée, tu as su te faire une place sur la scène locale, artistique, grâce à la minutie remarquable que tu mets dans chacune de tes illustrations, mais aussi cette aura de calme, de sénérité qui s'émane de ta personne. Il y a un contraste très impressionnant entre limite la manie qu'on ressent dans les détails qu'il y a dans tes œuvres et comment tu exudes le calme et la sérénité. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ton parcours ? Alors, mon parcours n'est pas commun pour une artiste, puisque j'ai commencé par faire une école de commerce. Alors, je voulais faire une école d'art, sauf que mes parents m'ont dit « Attends, tu vas d'abord faire une école de commerce, et puis tes trucs d'artiste, là, on verra plus tard. Donc, j'ai fait l'école de commerce, et en fait, je me suis vraiment tournée vers le marketing du luxe, parce que pour moi, le luxe, c'était lié à l'artisanat. Et c'est ce qui pouvait le plus me rapprocher de tout ce qui était artistique. Et effectivement, du coup, j'ai travaillé dans de très belles maisons, chez Louis Vuitton, chez Chanel. Oh, wow. Et là, du coup, j'ai vraiment touché du doigt. J'étais dans la haute joaillerie, la haute horlogerie. Donc, c'était des pièces, vraiment des pièces d'art, quoi, des œuvres d'art que j'avais entre les mains. Donc voilà, j'ai gardé quand même ce lien avec le milieu artistique à travers ces jobs-là. Et c'est vrai que chez Chanel, il y a quand même une minutie et on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Dans une maison comme ça. Et c'est là-bas aussi que j'ai appris ce truc-là d'être minutieuse, d'être très rigoureuse. Exactement, c'est l'attention aux détails. Et chez Chanel, c'est très important. Du coup, je pense que j'étais un peu formatée là-dedans. Peut-être que le noir et blanc vient de là aussi, parce que chez Chanel, voilà, il y a beaucoup de... Tout est en noir et blanc aussi. D'accord. Et voilà, donc ça a été une très bonne école. Pendant quelques années, et il y a un moment où on a eu l'opportunité avec mon futur mari à l'époque de quitter Paris pour aller s'installer à Toulouse. D'accord. Donc longue décision, longues heures pour prendre la décision, et finalement on s'est dit allez, la vie qu'on veut en fait elle n'est pas à Paris, elle est à Toulouse. Donc j'ai quitté Chanel et on s'est installé à Toulouse, et là c'était carte blanche, ok, je repars de zéro, donc qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je monte une boîte, mais une boîte de quoi ? Est-ce que je fais l'école d'art que j'ai toujours voulu faire ? Est-ce que je commence à dessiner et puis je vois un peu où ça me mène ? Et du coup, j'ai pris la troisième option. Donc, j'ai commencé à dessiner tous les jours, et assez naturellement. Alors, à Toulouse, il y a une architecture qui est assez extraordinaire dans la Ville Rose. Et autour de moi, j'avais envie de reproduire en fait les monuments, les maisons. Et donc, j'ai commencé comme ça en fait. À faire des maisons, et je les ai proposées sur commande. Donc au début, je faisais que du dessin sur commande de maisons familiales, des commissions, exactement. Donc c'était la maison familiale, la maison de vacances. Donc il y avait quelque chose de très très émotionnel là-dedans. Parce qu'en fait, les clients m'envoyaient la photo de la maison de famille en me racontant, voilà, c'est la maison qu'on a depuis 3 générations, qu'on adore. Là, on va offrir le dessin à ma grand-mère. Donc vraiment, il y avait une histoire, et j'adorais en fait quand je faisais les dessins de ces lieux-là, imaginer les enfants qui courent dans les allées, qui s'installent dans les maisons. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très chargé en histoire là-dedans qui me plaisait. Et donc j'ai fait ça pendant les 2 années qu'on a passées à Toulouse. Et j'avais commencé une série d'éditions limitées déjà à Toulouse sur les monuments de Toulouse. Donc j'avais le clocher de l'église Saint-Cernin, les toits de Toulouse. Enfin, j'avais commencé un peu des éditions comme ça. Et puis mon mari a eu une opportunité de s'installer à Abidjan. Donc là, on n'a pas réfléchi très longtemps. On a tout de suite dit oui. On avait envie, on n'avait pas d'enfants à l'époque, et du coup on s'est dit allez,
on y va, on tente le coup. Donc on est arrivé à Abidjan et donc j'ai continué au début mes dessins sur commande à distance et puis ici je commençais à avoir quelques commandes et puis en fait je suis arrivée dans une telle richesse culturelle, organique que je me suis dit ok là il faut que j'arrête de faire des maisons après 5 ans de maison et il faut que j'avais envie un peu de m'approprier ce qui était ici, de découvrir les matières, les textures, parce que finalement en faisant des maisons j'étais toujours un peu sur les mêmes sujets, les mêmes thèmes, et j'en avais un peu fait le tour. Et là, de voir la richesse qu'il y a ici, je me suis dit, ok, là, il y a vraiment un terrain de jeu extraordinaire. Et c'est pour ça que la collection Terre Rouge que j'expose en ce moment est assez hétéroclite, parce que justement, j'avais envie de creuser chaque matière et voilà, et du coup c'est pour ça que les sujets sont assez différents. Mais là je m'éparpille un peu sur la collection. Non, je t'avoue, tu parles de matière et vraiment quelque chose qui a le plus attiré mon attention la première fois que j'ai vu une de tes œuvres, c'était la texture. C'est extrêmement texturé, ça a l'air réel. Ouais. Et pour la petite histoire, du coup, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment au studio de Aïda qu'on imprimait. Et je pensais vraiment que c'était une photo au début, parce que c'est un studio de photos, c'est une photographe, etc. Et j'ai vraiment eu du mal à croire que c'était un dessin. Et ça force l'admiration. C'est-à-dire que même si l'animal en lui-même n'est pas quelque chose qui te plaît personnellement, la munitie et juste l'attention aux détails, mais aussi la texture, ça a l'air vivant en fait. Et c'est incroyable. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, comment est-ce que tu décrirais ton univers ? Tu l'as très bien décrit. T'as fait une très belle présentation déjà. Merci beaucoup. Alors mon univers, c'est alors déjà c'est du noir et blanc pour planter déjà le décor. C'est tout en noir et blanc. Pardon. Pourquoi ? Parce que je trouve que, en tout cas pour l'instant, le noir et blanc m'a permis vraiment d'aller creuser dans la matière et vraiment de se concentrer sur les effets de matière. Je voulais pas m'éparpiller dans la couleur tout de suite. Je le ferai certainement, et c'est sûr que je le ferai. Mais là, sur cette première partie de la collection, j'avais envie de rester là-dedans et de me concentrer sur les contrastes, les lumières, tu vois, toutes ces nuances-là, en fait. Donc voilà, donc c'est du noir et blanc et comme tu le disais très justement, c'est une infinité de détails. Et en fait, c'est assez... La petite anecdote, c'est que quand j'ai commencé mes dessins, je me disais, plus ça va aller dans les années et plus je vais dessiner vite parce que j'aurai acquis une certaine expérience. Et une dextérité aussi. Et voilà. Sauf que oui, je l'ai acquise, mais du coup, ça me donne envie de faire toujours plus et toujours plus grand et toujours plus compliqué. Donc au début, je pouvais passer 10 heures sur un dessin, ça me paraissait déjà énorme. Et en fait, aujourd'hui, j'en passe 350. L'éléphant. Sur un dessin, ouais. L'éléphant, c'est 350 heures de travail. Waouh. Tu vois, donc finalement, en fait, je fais aussi des plus grands formats parce que j'ai envie de m'éclater vraiment dans les détails. Et du coup, ça demande énormément d'heures de travail. Comme tu le disais, beaucoup de minutie, beaucoup de patience. Tout est au crayon. Alors, crayon de papier, crayon graphite, les crayons HB, 2B que tu avais à l'école. Tu vois, donc c'est ce que j'utilise, mais dans une gamme plus large. Et j'ai des crayons un peu spéciaux qui sont plus noirs, plus foncés. Et assez récemment, il y a à peine un an, j'ai commencé à utiliser de l'encre noire. Donc avec les stylos d'architecte, en fait, pour qui ont des mines qui vont jusqu'à 0,05 mm. Donc c'est vraiment très, très, très fin. Et ça me permet aussi d'ajouter encore plus de profondeur au dessin, parce que les noirs sont vraiment très noirs, et j'ajoute de la lumière vraiment très claire, donc ça permet de faire des contrastes intéressants. Si on devrait résumer, on dirait vraiment que ton univers, c'est une étude de la matière et de la texture. Exactement. Wow. C'est une ode à la matière, je dirais. Même. 350 heures, je m'en remets pas. J'imagine pas passer 350 heures sur un dessin. C'est fou. C'est 3 mois et demi. Waouh. Ouais. Wow. C'est 3 mois et demi, mais alors vraiment de travail intense. Parce que souvent, quand on me demande, mais t'as passé combien de temps là-dessus ? Je dis 3 mois, mais par jour, entre 5 et 7 heures par jour. 4 heures dans vraiment les jours où je suis pas du tout efficace. Et en fait, on peut imaginer des horaires de bureau en se disant, ah bah oui, enfin, les horaires de bureau, 8h, 18h, je travaillerai plus. Mais là, les 7 heures dont je parle, alors, j'ai un petit tic, toc, je sais pas, c'est que je note à chaque fois l'heure à laquelle je commence le dessin et l'heure à laquelle je termine. Et même si c'est pour aller faire une pause de 20 minutes, je note à chaque fois pour savoir justement, précisément à la fin de la journée, les heures effectives de travail. Donc quand je dis 7 heures de travail, c'est pas 7 heures où je vais à un moment chercher un café, où je vais voir les enfants, c'est vraiment 7 heures. 7 heures.
Et les 7 heures, c'est vraiment le maximum. Wow. Et c'est intéressant, du coup, quand à la fin de la journée, je commence à avoir un peu mal au dos, à être un peu fatiguée, je regarde, j'ai fait 7 heures, je me dis, ok, donc là, c'est bon, je peux m'arrêter là. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te perdre dans les détails, où tu veux juste rajouter encore plus de détails, tu te dis, enfin, t'as du mal à te dire, ok, là, c'est bon, il y a trop de détails. Est-ce que ça t'arrive? Il n'y en a jamais trop. Ok, j'imagine bien, oui. Mais oui, je me perds dans les détails. Je sais, en fait, j'y vais un peu comme ça, tu vois. Je commence à un endroit, je finis à un autre, mais sans trop me poser de questions. Mais à quel moment tu te dis, ok, là, c'est fini? C'est jamais fini. Donc il arrive que tu exposes, mais en passant devant, tu te dis, oui, là, j'aurais peut-être pu rajouter quelque chose. Exactement. Vraiment? Là, j'expose en ce moment chez Madame Guérandou, chez Louis-Simone Guérandou, et je vois des petites choses et je me dis, ah, là, j'aurais dû rajouter ça, j'aurais dû rajouter ça. Donc, il y a un moment où l'œuvre, il faut qu'elle soit finie, parce que sinon, c'est infini, interminable. Mais en fait, et je pense que beaucoup d'artistes sont comme ça, tu as toujours quelque chose à rajouter. Genre, j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû faire plus. Du coup, on les regarde pas trop. Enfin, je sais pas comment les autres artistes font, mais genre, je regarde mon travail de loin et sur les murs de la galerie, et c'est une grande émotion de les voir là. Mais je m'en approche pas trop non plus. Tu vois, par peur de mon propre regard critique. Pas trop te perdre dans les détails parce que ça se tourne en critique personnelle. Oui, et du coup, il y a du mal à apprécier le travail qui a été abattu les 350 heures. On n'arrive plus à regarder ce que ça représente dans l'immensité. C'est vraiment beaucoup d'heures de travail et beaucoup vraiment de concentration et de dédication. Mais en fait, quel est ton rapport avec le temps? Et que tu passes autant de temps sur... C'est une bonne question. Mon rapport avec le temps, il est très particulier justement. Et tu disais cette collection où mon travail, on peut parler d'ode à la matière. C'est aussi une ode au temps. Okay. Et vraiment, c'est une chose qui est très importante dans mon travail, c'est cette notion du temps, parce que je passe tellement d'heures dans ce monde, tu vois, où vraiment tout va trop vite, on est tous hyper stressés, on n'a pas le temps de faire des trucs. Là, en fait, moi, je m'oblige à me poser pour dessiner, et ça me permet aussi une bulle temporelle, une bulle de méditation, où juste je suis plus là en fait. Je suis pendant les 7 heures pendant lesquelles je dessine, j'ai mon casque sur les oreilles, j'écoute des livres audio, des podcasts, et ça arrête le temps, tu vois. Et je montre en fait que je prends le temps pour faire ces œuvres-là et que ça vaut le coup parce que la finalité est belle, quoi. Oui. Et donc dans ce cheminement, moi je prends le temps et j'invite aussi le spectateur de mes dessins à prendre le temps, à s'arrêter, à regarder les détails. Parce que comme tu le disais, en fait, tu regardes mes dessins et tu te dis, attends, mais tous les détails. Donc il faut s'arrêter, regarder. Il n'y a pas de téléphone à ce moment-là, tu vois. C'est vraiment juste toi et l'œuvre. Et là, tu peux te perdre dans les détails. Et là aussi, le temps est suspendu. Donc c'est une invitation à faire une pause, en quelque sorte. Tu as mentionné écouter des podcasts et des livres audio. Alors, lorsque tu préparais cette dernière collection que tu exposes actuellement à la galerie Louis-Simone Guérandou, est-ce qu'il y a des livres que tu as écoutés ou un podcast en particulier que tu aimerais partager avec nous? Alors, il y en a beaucoup. J'ai fait une playlist, d'ailleurs, que je pourrais te partager sur l'éléphant. Sur l'éléphant, j'avais partagé ma playlist où il y a une centaine de livres, pour te donner une idée. Donc, voilà. Enfin, un livre peut faire entre 6 heures et 20 heures, à peu près, en moyenne. Donc, voilà. Donc, j'en ai une centaine. Quelques titres. Alors, il y en a un vraiment qui a été une pièce phare, c'est Jacaranda, de Gaël Faye. Qui est un livre vraiment extraordinaire. J'avais lu déjà ses précédents livres, notamment Petit Pays. Et là, en fait, vraiment, je vous invite à l'écouter parce que c'est l'auteur qui lit. Et vraiment, avec la charge émotionnelle qu'il y a dans ce livre, il est vraiment passionnant et extrêmement touchant. Merci beaucoup pour cette recommandation. Il y a un volet très engagé à ta pratique. Tu as fait des partenariats avec des associations qui luttent pour les droits de la femme et qui luttent aussi pour la protection de la femme, y compris Stop au chat noir, que j'aime beaucoup personnellement pour tout le travail qu'ils ont abattu depuis qu'ils existent. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, bien sûr, ouais. Alors, c'est vrai que c'est un engagement pour ces associations. Alors, tu as mentionné Stop au chat noir, il y a aussi Aquaba Mosso, aux côtés de qui je m'engage assez fortement. Et en fait, cet engagement, il a deux sources, en fait. D'une histoire familiale, on en a un peu parlé, que j'ai découverte assez récemment et qui m'a poussée à aller creuser
sur les violences faites aux femmes, sur toute l'omerta qu'il y a pu avoir. Déjà, il y en a sur notre génération, donc les générations précédentes. T'imagines, genre le nombre de femmes qui sont concernées par ça, c'est juste affolant. Donc on est toutes concernées, on est tous concernés par ça. Et du coup, en sachant ça, j'avais envie de me renseigner et j'ai la grande chance d'avoir le temps de le faire pendant toutes mes heures de dessin. Et du coup, j'utilise ces heures de cerveau disponible, on va dire, pour écouter des livres sur ce sujet-là. Et du coup, dans la playlist de mon éléphant, justement, j'ai parlé de Jacaranda, mais il y a aussi beaucoup de livres qui sont liés à ce sujet-là. Tu vois, il y a le consentement, la famille Grande, des histoires de féminicide. Enfin, vraiment, ça tourne beaucoup autour de ça. Et surtout, là, il y a eu les livres de Caroline Darian aussi, suite à l'affaire Gisèle Pelicot en France, qui a vraiment eu qui a marqué le monde entier. Qui a marqué le monde entier. Très choquant. Ouais, vraiment. Vraiment. Et du coup, pendant ces heures-là, j'ai pu écouter des morceaux du procès. Enfin, vraiment, je me suis intéressée à tout ça et ma prise de conscience de l'histoire familiale est arrivée à peu près en même temps que tout ça. Donc, tout ça réuni, j'ai écouté tout ça et je me suis dit, mais attends, en fait, avec mon travail, c'est une ode à la matière, à la Côte d'Ivoire, mais il faut aussi qu'il y ait un aspect engagement plus fort et plus associatif. Et encore une fois, l'univers a mis sur mon chemin l'association Aquaba Mousso, qui vraiment aide les femmes et les enfants, malheureusement, victimes de violences. Donc, je me suis engagée avec elle. On a organisé une belle soirée caritative à la Villa 76. Voilà. Et on a récolté des fonds, j'ai vendu des œuvres originales aux enchères que j'ai intégralement reversées à l'association. Et une partie des ventes des tirages d'art, donc des éditions limitées, était également reversée à l'association. Et voilà, donc j'ai continué à leur faire des dons. Et puis ensuite, j'ai rencontré Bénédicte de Stop au Chat Noir. Et pareil, il y avait cette soirée qui était organisée. Et du coup, quand elle m'a demandé si j'étais d'accord pour y participer et mettre également des œuvres aux enchères, j'ai dit oui tout de suite. Et là, donc pareil, j'ai pu récolter des fonds aussi pour cette association-là. Et c'est énorme, en fait, je trouve, pour une artiste ou un artiste de se dire que, en fait, notre travail d'artiste peut servir des causes comme ça. Et sans forcément parler de ce thème-là dans notre travail, mais juste, en fait, que ce travail-là puisse permettre de récolter des fonds pour ces associations qui en ont vraiment besoin, en fait. Besoin. Et du coup, j'appelle aussi le public, tout le monde, à prendre conscience de ça et d'aider ces associations, que ce soit des dons ou du bénévolat ou vraiment des choses en nature. Là, moi-même, je suis dans le déménagement, j'ai des cartons entiers de choses que je donne aux associations et c'est vraiment précieux pour elles. Non, c'est très admirable, surtout que moi je suis très engagée aussi personnellement. Je pense grandir surtout en Afrique en tant que femme et en cette terre-là, il y a une conscience qui t'est limite obligatoire parce que tu ne peux pas te permettre d'ignorer la réalité que tu vis ou que tes proches vivent ou que les gens vivent autour de toi en fait. Et donc très vite, tu prends conscience de ta place et de comment la société te traite par rapport à ta position de femme. Et ça devient très difficile de faire fi de ça. Et c'est très malheureux parce que je pense que les artistes devraient... En tout cas, j'en ai pas croisé beaucoup qui sont engagés de façon aussi active. On a tous conscience, on en parle de tous, mais c'est bien aussi, au-delà de la conversation, d'en arriver à mener des actions concrètes. Et c'est très admiratif. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, tu es maman. Oui. Une maman de 3 enfants. Est-ce que la maternité a changé quelque chose à ton rythme créatif ou même ton regard sur les choses? Alors, oui. J'ai dû faire des pauses forcément pour les 3 grossesses. À un moment, tu dessines et puis à un moment, tu peux plus dessiner. Effectivement. Mais alors... On va dire sur les 2 premiers, en fait, je me posais pas de questions. J'étais dans le truc. Il fallait que une fois que j'ai eu mes 2 premiers enfants, il y a eu vraiment des moments difficiles de comment je gère ma vie d'artiste et ma vie de maman. Et j'avais l'impression que ça se mettait un peu en conflit. Que je pouvais pas gérer les 2 en même temps. Il y a eu cette phase un peu difficile. Et puis, grâce à une aide extérieure, j'ai réussi à vraiment me dire, ok, c'est complémentaire et ça peut marcher ensemble. Il faut simplement mettre du rythme
et voilà, que les choses soient bien organisées pour que je puisse trouver du temps pour travailler et travailler bien. Le casque anti-bruit pour écouter les podcasts a été vraiment vraiment utile et vraiment important dans ce cheminement, justement parce que les enfants ont compris, quand maman a son casque sur les oreilles, on n'entre pas dans le bureau et on continue. Et pour notre troisième enfant, ça a été vraiment, je me suis dit, ok, est-ce qu'avoir un troisième enfant, ça va pas me mettre des barrières ou là vraiment 3 enfants, enfin c'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. C'est beaucoup, donc comment je vais réussir à gérer tout ça? Et en fait, ça a fait l'effet inverse. Enfin, c'est un truc de dingue, mais vraiment, depuis que ça m'émeut de l'en parler, mais depuis que j'ai ce troisième enfant, il n'arrive que des trucs incroyables. Enfin, vraiment, je suis allée à Londres pour exposer 2 de mes œuvres pour un concours, le concours David Shepherd Wildlife Artist of the Year. Et j'étais enceinte à ce moment-là. Félicitations. Donc, voilà. J'étais enceinte du 3e et puis ensuite je suis revenue, j'ai continué à dessiner et puis il y a eu plein de belles rencontres, d'interviews, de Louis-Simone Guirandou qui me propose cette expo cet été. Enfin, ce 3e bébé a été vraiment un porte-bonheur. Donc moi qui pensais que c'était antagoniste d'avoir 3 enfants et une carrière d'artiste, en fait non, c'est ça qui te pousse à aller plus loin, à être plus efficace, parce que tu dis ok, quand je travaille, il faut que je travaille vraiment, parce que après j'ai mon boulot de maman et il faut que les 2 parties soient très efficaces. Donc c'est plutôt un cercle vertueux. Je pense que pour toutes les femmes en général qui veulent évoluer dans le milieu créatif et artistique, c'est une question qui se pose beaucoup, c'est comment naviguer la maternité et une carrière d'artiste, parce qu'être artiste, ça demande de se bouger beaucoup et d'entreprendre énormément, vu que c'est ta personne, ton art, c'est ce que tu vends et c'est ce que tu proposes. Et vraiment ce que tu dis... personnellement, je veux pas forcément d'enfants, ou alors peut-être adopter, mais je sais que c'est une conversation que j'ai eue avec des amis où on se posait vraiment la question. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est vraiment pareil que toi, c'est cette perception-là en fait que c'est impossible de naviguer les 2 en même temps. Mais pour toi qui fais quelque chose d'aussi détaillé, qui demande autant d'heures de concentration, je le répète, c'est vraiment incroyable et impressionnant. Ça donne matière à réfléchir en fait. Ouais, vraiment. Alors déjà, je pense qu'il faut les impliquer. Alors là, il y en a un qui est encore petit, mais tu vois, les 2 plus grands, ils savent exactement ce que je fais. Quand ils voient que je finis un dessin, ils me disent « Ah, bravo maman, t'as fini !» Et en fait, ils vont m'aider typiquement parce que je fais des éditions limitées, du coup. Et donc, ils vont m'aider sur l'emballage des éditions illimitées. Tu vois, c'est eux qui vont nettoyer la vitre. Tu vois, donc les impliquer comme ça leur permet d'expliquer ce que fait maman et qu'il faut aussi respecter quand maman est dans son bureau et qu'elle ne peut pas venir. Et si jamais il y a un de tes enfants qui veut poursuivre une carrière artistique, comment tu... Je l'encourage. Ah oui. Je lui donne les contacts. Non, mais c'est encourageant à entendre, parce que ici en Afrique on a ce problème-là généralement, et c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi, où en fait la famille a du mal à voir l'art comme une carrière qui peut te permettre de vivre. Et du coup, même si tes parents travaillent dans le milieu artistique, comme c'est mon cas, la perspective qu'un enfant veut entreprendre cette carrière-là, il voit plus toutes les difficultés qu'ils ont eu à traverser avant d'arriver à un point de stabilité, plutôt qu'en fait la richesse culturelle et juste la richesse personnelle que ça apporte de travailler dans ce milieu-là. Du coup, c'est rafraîchissant d'avoir une maman qui se dit, moi, mes enfants, s'ils veulent, je lui donne les contacts et qu'on sort. Ouais, vraiment. Alors, moi, je suis finalement, avec du recul, très heureuse de mon parcours, parce que je pense que ces années en entreprise et dans le secteur du luxe m'ont permis de me construire et d'arriver là où j'en suis. Donc finalement, tous les parcours sont OK, tu vois. Aller en école d'art direct, oui. Faire une école et faire autre chose après. On est beaucoup, en fait, de notre génération à avoir fait des études de ci et en fait d'être parti complètement ailleurs. Sur mes amis en école de commerce, mes plus proches amis, il y a 80% qui ont changé de voie, quoi. Donc voilà, faut se laisser toutes les portes ouvertes. C'est vrai, tous les chemins sont bons, en fait. Il y a pas un parcours qui est meilleur que l'autre. Est-ce que tu dirais que tes heures de concentration, lorsque tu te mets dans cette bulle-là, dans cette zone avec ton crayon, ton casque anti-bruit et juste ton dessin, c'est une façon pour toi, en fait, d'avoir une sorte de te détacher un peu de la vie de maman, d'entrer vraiment dans un autre univers où c'est juste que toi et l'œuvre en face de toi? Ah non, c'est les 2. C'est vraiment l'œuvre et moi. Tu vois, avec l'éléphant, il y a vraiment eu un lien très fort, parce qu'après avoir passé 3 mois et demi à le dessiner, justement, ça a été dur de me dire, OK, il est fini et je bosse plus dessus. Et à la fois, ça me permet d'avoir une bulle et j'en ai besoin aujourd'hui. Tu vois, là, avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne dessine plus depuis quelques semaines et ça me manque. Ça me manque de dessiner, ça me manque d'avoir cette bulle dans laquelle je suis juste seule avec mon œuvre et c'est de la méditation, en fait. OK.
C'est vraiment de la méditation. Je pars complètement dans une autre zone. Ouais. Et je dis souvent que j'ai beaucoup plus de patience avec mes dessins qu'avec mes enfants. Tu vois. Et quand je sors il y a un petit passage, tu vois, quand je sors de mon bureau et que je tombe direct sur mes enfants, j'ai du mal à redescendre. Oui. Il faudrait un sas, en fait, où j'arrête de travailler, je me prends 10 minutes pour atterrir, et ensuite, j'y vais avec les enfants. Sinon, le choc est un peu... Oui, il est un peu dur. Alors, il y a quelque chose qui revient souvent dans tes œuvres, surtout les dernières collections que tu as exposées. C'est cette connexion à l'Afrique. Il y a une carte de l'Afrique, il y a un éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire, un zèbre, un masque traditionnel, des références à l'histoire visuelle africaine en fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de centrer ton regard sur l'Afrique et comment tu t'y connectes en tant qu'artiste française qui vit en Côte d'Ivoire? Pour moi, ça a été assez évident. En fait, comme je le disais au début, dans mon parcours, en fait, le fait d'être en Côte d'Ivoire, déjà, c'est une chance pour nous énorme. Enfin, vraiment, on est vraiment en gratitude avec cette expérience ici et ces 8 années de vie ici. Et du coup, ça me paraissait assez évident de faire ce qu'il y avait autour de moi et d'utiliser mon art pour justement mettre en lumière, mettre en valeur, mettre à l'honneur tous ces éléments culturels, notamment organiques, qu'il y avait autour de moi. En fait, je sais pas, c'est assez naturel en fait. Et je trouve ça... je trouve ça beau d'arriver ici et d'apporter une pierre à l'édifice pour montrer en fait. Et peut-être pour montrer toute cette richesse qui est présente, mais qu'on voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Tu vois, les masques, les graines de palme, les animaux, dans la vie de tous les jours, on les oublie, on les met un peu de côté. Et du coup, c'est vraiment mettre en lumière tous ces trésors de la Côte d'Ivoire. Et à la fois, en tant que Française, je montre aussi mes œuvres en France et de dire aux personnes françaises, européennes, de dire mais regardez ces trésors extraordinaires de la Côte d'Ivoire. Donc faire connaître la Côte d'Ivoire à travers mon travail aussi. Est-ce que tu dirais que ton environnement t'imprègne et donc affecte les œuvres que tu produis? Totalement. Ou c'est totalement le cas? Ah ouais, totalement. Et vraiment ici, j'ai jamais autant senti des forces alors c'est très ésotérique, tu vois, mais de l'univers qui est là, de quelque chose d'assez mystique et qui vient dans mon travail, dans mes œuvres. Tu vois, c'est vraiment, je sais pas, il y a des signes qui tombent comme ça, qui sont incroyables, quoi. Et vraiment, je ressens ça ici et ça s'insère dans mon travail, dans mes œuvres. C'est comme si en fait c'est pas vraiment moi qui choisissais, c'est l'œuvre à toi en fait. Ouais, c'est mais attends, il y a ce thème là et là pour le prochain dessin, c'est vraiment je vous en dévoile pas plus pour l'instant, mais vraiment ça vient, c'est venu à moi, vraiment. Donc c'est très fort. Est-ce qu'il y a un dessin que tu as toujours eu envie de faire mais que tu n'as pas encore réalisé? Alors toujours, l'éléphant était vraiment dans ma tête depuis longtemps, donc celui-là, il est fait. Après justement le prochain, alors c'est pas toujours, mais il y a quelque chose qui me vient, si effectivement. Je pense que c'est le portrait de ma grand-mère, que j'ai jamais connu, qui a une place pourtant très forte dans ma vie et je pense que ce serait assez thérapeutique de faire ce portrait avec ma technique de travail dans tous les détails, tu vois. Il faut juste que je prenne le temps de faire cette œuvre thérapeutique, mais ça viendra. C'est pas comme une thérapie pour toi en fait, une façon pour toi de te reconnecter avec cette personne-là que tu n'as malheureusement pas connue comme tu l'as mentionné, mais qui a... Et comment est-ce qu'elle affecte ta vie en fait sa présence? Ouais, c'est une présence, et c'est une reconnexion, tu vois. En fait, alors c'est très personnel, mais c'est donc une grand-mère que je n'ai jamais connue, une grand-mère allemande, et en fait, c'est comme si jusqu'à il y a quelques mois, c'est comme si elle n'avait pas existé. Tu vois, j'en avais pas parlé, ou elle était, voilà, c'était un peu je sais pas, ça n'existait pas vraiment, quoi. Et du coup, il y a quelques mois, je me suis vraiment reconnectée avec cette grand-mère qui a existé. J'ai vu des photos, tu vois, et vraiment, c'est pareil, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a permis de me reconnecter avec cette grand-mère. Donc quand je dis que je suis en gratitude, c'est vraiment sur plein de niveaux en fait. Plein de niveaux avec cette grand-mère, mon travail, les enfants que j'ai eu ici, parce que j'ai 2 enfants sur 3 qui sont nés à Abidjan. Donc waouh, c'est fort, quoi. J'ai une question. Est-ce que tu étais à Abidjan lors de la CAN?
Oui, j'étais très 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 enceinte de mon troisième. Oui. Donc j'ai assisté au match, mais malheureusement pas dans les fan zones et pas dans les stades. C'est un peu mon regret. Ok. Mais bon, on a bien fêté quand même. Hein. J'ai mon bébé, son hymne, c'est le coup du marteau. Ça, il l'a entendu pendant toute la grossesse, il musait là, tout. Et non, c'était un moment. Enfin, ça fait partie de nos moments très très forts. En Côte d'Ivoire, ouais. Merci d'avoir célébré avec nous parce que bon, nous les joueurs on était très contents de la victoire. Bravo encore. On va jamais se taire hein, sur ça. Mais ne vous taisez pas. L'humilité on connaît pas quoi. D'accord. Alors pour terminer, tout simplement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent lorsqu'ils sont face à une de tes œuvres? Tu as parlé de vouloir suspendre le temps et d'amener en fait à prendre le temps de regarder et d'analyser, mais aussi de se connecter avec l'œuvre dans tous les détails. Est-ce qu'il y a une autre émotion que tu aimerais susciter à travers les gens qui entrent en contact avec tes œuvres? Une émotion, je dirais un sentiment de... Enfin, tu l'as un peu dit, mais de quiétude, d'apaisement, de pause, tu vois. Et tout ça, tout en pouvant explorer la richesse de la matière. C'est une reconnexion. En fait, je crois que c'est une invitation à la reconnexion. Alors, Capucine est actuellement en exposition collective à la galerie Louis-Simone Guirandou jusqu'au 30 août. Jusqu'au 30 août, donc c'est pour encore un bon mois. N'hésitez pas à passer la voir. Merci beaucoup Capucine pour ce moment. Merci à toi. Merci d'avoir partagé avec moi tous ces moments importants et très personnels et très intimes de ta vie. Alors, on va terminer. Je sais pas quoi dire. Un mot de fin. Attends, Ah oui, est-ce que tu as un mot de fin? Ah, c'est moi, du coup, tu sais pas quoi dire, donc tu me demandes. Je te laisse la balle, je vais mettre dans ta main. Un mot de fin, comme je l'ai dit, le mot gratitude est beaucoup revenu. Et c'est assez émouvant pour moi de clôturer ces 8 ans de Côte d'Ivoire, parce que comme je te l'ai dit, je pars donc dans une semaine, on déménage vers la France. Ce n'est qu'un au revoir, encore une fois, je reviendrai. Et du coup, de clôturer ces 8 ans ici, avec l'interview avec toi, à Abidjan, ici, ça a vraiment... la Villa Savoia, en fait. Et surtout à la Villa Savoia. Circle moment. Ouais, vraiment. Ça fait plaisir. Je crois que notre premier resto à Abidjan, c'était la Villa Savoia, il y a 8 ans. Même presque jour pour jour. Donc là, vraiment, c'est... Ouais. Quand tu as parlé de l'univers qui aligne les choses, c'est vraiment on a fait un tour pendant 8 ans et on revient là, donc vraiment gratitude avec ces 8 années. Moi aussi, je suis très reconnaissante et très contente d'être là et de partager ce moment avec toi et d'être en fait la personne qui te permet de reconnecter pour une dernière interview avant de partir. Merci beaucoup. Merci. Ça veut dire à quoi ma reconnaissance, ce serait à quoi? Je pense, c'est le 4e épisode du podcast. On a commencé un peu à l'arrache, à la va-vite. J'ai proposé une idée comme ça et c'est parti de là. Mais à chaque interview, j'apprends énormément de choses et je me sens grandir et évoluer aussi. Et du coup, je suis très reconnaissante pour toutes les personnes qui acceptent, pour toi aussi, qui acceptent de venir partager cette connaissance avec moi et tout ce que tu as appris et tout ce que tu as à apprendre encore. Et c'est un moment précieux, vraiment. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Merci à toi pour ce partage.